sommaire ce soir, que fait l'État pour lutter efficacement contre le trafic de cocaïne? C'est en substance la question lancée par le député Gabriel Serville lors de la séance de questions-réponses à l'Assemblée. Le gouvernement affirme son engagement. Deuxième dîner en grande pompe pour le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer à Paris hier soir. Politiques et autres personnalités ont débattu sur l'égalité réelle des chances entre ultramarins et personnes de l'Hexagone, un sujet qui fait l'unanimité. Et puis un chantier d'insertion se tient en ce moment à Montsinéry. Il propose à des bénéficiaires du RSA de se former au métier équestre avec un emploi à la clé. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre session d'information. On ouvre ce journal ce soir avec la question du trafic de cocaïne entre les Antilles-Guyane et l'Hexagone, fléau qui touche de nombreux jeunes chaque jour. Hier, à l'Assemblée nationale, le député Gabriel Serville a interpellé le ministre de l'Intérieur lors de la séance questions-réponses au gouvernement. Que fait l'État pour lutter efficacement contre le fléau? Le ministre souligne l'implication de l'État. Jonathan Lariot. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Une situation inquiétante présentée par le député Gabriel Serville. Devant l'Assemblée nationale, il présente un triste constat. La Guyane est aujourd'hui une plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. De plus en plus de jeunes Guyanais, désœuvrés, face à des perspectives d'avenir peu encourageantes, se laissent séduire par des trafiquants de produits stupéfiants. Régulièrement, l'aéroport Félix-Éboué de Matoury est le témoin d'arrestations spectaculaires de mules qui, au risque de leur vie, ingèrent des boulettes de cocaïne pour ensuite les écouler sur le marché européen. Nous avons mis en place une antenne de police judiciaire qui envoie quasiment à temps plein 16 fonctionnaires pour faire face à ce trafic de drogue. J'ai renforcé de 12 fonctionnaires les effectifs de la gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni, de manière à ce que nous puissions là aussi lutter plus efficacement contre ce trafic. Et par ailleurs, nous mettons en place les dispositions du programme européen contre la drogue. Un programme anti-drogue sur la période 2013-2016 dont peu de résultats sont connus. Aujourd'hui, Gabriel Serville invite le gouvernement à la transparence sur les conclusions de ce programme. Messieurs les ministres, alors que nous arrivons à la fin du plan d'action 2013-2016, tandis que les négociations sont en cours pour la période 2017-2020, pouvez-vous nous dresser un bilan de cette stratégie communautaire et surtout nous donner des précisions quant aux mesures qui sont envisagées pour endiguer le phénomène observé sur le territoire guyanais? Une consultation politique a été lancée du 15 février au 9 mai 2016 en vue de l'évaluation de ce plan anti-drogue pour la période 2013-2016. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il viendra très prochainement présenter le bilan en Guyane. L'outre-mer, toujours au cœur des préoccupations, c'est en tout cas l'image renvoyée par les convives du CREFOM à Paris. Le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer tenait hier soir son deuxième dîner débat en présence d'hommes politiques et de personnalités liées à l'outre-mer. Un événement parrainé cette année par Nicolas Sarkozy et le Premier ministre. Tous se sont accordés sur la question de l'égalité des chances entre ultramarins et hexagonaux. Stéphane Alexandresco. Mercredi soir à Paris, au Cercle national des armées, s'est tenue la seconde édition du dîner annuel du CREFOM, le tout jeune conseil représentatif des Français d'Outre-mer, créé en janvier 2014. Un dîner avec pour thème central de discussion la demande du CREFOM de faire l'égalité économique réelle en Outre-mer, un concept qui reste à préciser, porté par les fondateurs du CREFOM, Victorin Lurel et Patrick Caram. Nous avons fait le bilan de la départementalisation. Il est temps maintenant de tracer les perspectives pour l'avenir. Nous voulons aujourd'hui des mesures qui nous permettent d'opérer un rattrapage en une génération, un rattrapage pour mettre les Outre-mer au même niveau que l'Hexagone. Beaucoup de personnalités du monde politique, économique et culturel ont répondu présents à cette soirée, placée sous le patronage de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et de l'actuel chef du gouvernement socialiste Manuel Valls. Mais c'est important que les plus hautes autorités de l'État, que les autorités politiques, que l'ensemble des responsables politiques disent leur amour, leur attachement et leur engagement, en tout cas celui du gouvernement, pour l'ensemble de nos Outre-mer, pour nos compatriotes des Outre-mer, pour les compatriotes des Outre-mer qui sont ici en métropole. Et je vais avoir l'occasion de détailler ça. C'est un signe de confiance et de dire que les Outre-mer sont une chance pour la France. C'est un rendez-vous important parce que c'est le moment de parler à nos territoires d'outre-mer, aux populations qui y vivent, leur dire tout ce qu'ils apportent à la France, tout ce qu'on pense d'eux,
et tout ce qu'ils attendent de nous. Période préélectorale oblige, l'opposition comme la majorité semble avoir trouvé ici un point de convergence sur l'importance à accorder au problème de l'outre-mer. Il y a eu quelques annonces au cours de la soirée, comme la nomination de Jean-Marc Mormec, l'ancien champion de boxe guadeloupéen, au poste de délégué pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, mais le plat de résistance du dîner a été le rapport sur l'égalité réelle outre-mer, remis en main propre à Manuel Valls par Victorin Lurel. Un rapport pour un projet de loi constitué de 75 propositions particulièrement exigeantes, dont certaines en matière sociale et économique peuvent être vues comme révolutionnaires, tant elles demandent d'efforts budgétaires à l'État et aux collectivités locales pour remettre les Outre-mer à niveau par rapport à la métropole. Le mouvement est lancé et interroge déjà les élus d'Outre-mer et en particulier de Guyane sur la teneur de cette loi et les arbitrages budgétaires pour parvenir à l'égalité économique réelle. J'ai été consulté par M. Victorin Lurel, en effet, mais je lui ai dit que l'égalité réelle, c'est un vaste programme et qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on aurait dû déjà commencer par travailler. J'avais évoqué notamment les difficultés qu'on a avec l'éducation, comment mieux former nos jeunes pour qu'ils soient plus capables de s'insérer dans le tissu économique. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle l'égalité réelle, on est très loin du compte. Donc je vais entendre les uns les autres. Moi je n'aime pas les manifestations un petit peu doudouistes, j'aime les manifestations où on apporte des réponses aux questions qui sont posées. C'est en ce sens que je suis là aujourd'hui. Le dîner a été l'occasion d'échanger et de débattre entre personnalités parfois de sensibilités politiques très différentes. C'est un rendez-vous désormais incontournable en métropole auquel se doit de participer toute personnalité étroitement liée à l'outre-mer. Air Caraïbes se met au low cost sous le nom de French Blue. La filiale à bas coût de la compagnie caribéenne l'a annoncé hier. Ses premiers vols se feront en septembre prochain, destination la République dominicaine, puis ce sera la Réunion, enfin l'île Maurice en 2017. Pour l'heure, en tout cas, French Blue n'a pas l'intention de s'installer en Guyane ni aux Antilles. On écoute les précisions du fondateur du groupe propriétaire d'Air Caraïbes au micro d'Yvan Lemar-Forestier. La Guyane, je crois, est un marché très particulier. Nous avons réussi. C'est un pari qui n'était pas facile, la Guyane. J'ai pris le pari de la Guyane il y a maintenant 7 ans, à côté d'une concurrence forte qui était Air France, qui était le seul transporteur. Nous avons là aussi ouvert le marché. Notre arrivée a fait progresser le marché de plus de 20%. Les prix, dans le même temps, ont baissé de 20%. Et aujourd'hui, nous sommes profitables sur la Guyane, ce qui n'était pas évident. Et nous allons passer en desserte 7-7, c'est-à-dire tous les jours de la semaine à partir de l'été qui vient. Donc ça veut dire que c'est un succès, mais c'est un marché particulier pour lequel le produit Air Caraïbes correspond parfaitement à la demande avec Triclass et donc je dirais que Air Caraïbes a son rôle complètement à jouer sur la Guyane. Je pense qu'il n'y a pas une attraction touristique suffisante pour permettre justement une émulation suffisante du marché. On a en Guyane essentiellement du marché de personnes qui voyagent pour leurs amis, pour leur famille. Il y a du trafic professionnel avec Kourou. Il n'y a pas un trafic loisir suffisant qui justifie ça. Dans l'actualité également, la nouvelle plainte contre Monseigneur Barbarin de Lyon. Nous vous en parlions cette semaine. Un homme l'accuse de ne pas avoir agi plus tôt contre un prêtre de son diocèse accusé d'abus sexuels. Un nouveau scandale qui entache l'Église. L'évêque de Guyane réagit sur cette affaire au micro de Jonathan Lariot. Tous les feux des médias sont dessus, ce qui ne facilite rien. Nous avons pris la mesure il y a une quinzaine d'années de ce qu'il fallait faire pour les cas d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'apprendre qu'il était plus difficile de gérer sans doute les cas anciens. Et ça, c'est ce que l'Église découvre aujourd'hui et j'espère que ce sera une leçon pour nous tous. Il faut que la justice fasse son travail, ça c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est qu'il faut écouter plus qu'on ne l'a fait les cris des victimes, en sachant que les victimes, lorsqu'elles grandissent, lorsqu'elles mûrissent, crient de façon différente. Et que pendant longtemps, elles peuvent se taire et ça les opprime d'ailleurs. Et donc, il faut qu'on fasse une attention, c'est-à-dire sans limite à ce qu'elles ont à nous dire et qu'on agisse immédiatement. Si le cardinal ne l'a pas fait, la justice le dira. Restez avec nous dans quelques instants, nous verrons le chantier d'insertion qui se tient à Mancineri en ce moment et permet à plusieurs demandeurs d'emploi de se former au métier équestre tout en travaillant. Puis nous partirons du côté de la Guadeloupe où la 19e édition de la compétition de jet ski Carujet s'est lancée aujourd'hui. Reportage à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, partons en Martinique où l'unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale accueille tous les 6 mois 20 stagiaires victimes d'un traumatisme crânien. Trouver un stage en entreprise et définir un projet professionnel, telle est la mission des médecins paramédicaux de cette structure. Alvin Courcy. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'aller chercher les plots par terre.
d'accord, en faisant attention à ton dos et puis aussi attention parce que tu as des troubles d'équilibre, d'accord ? Il y a 2 ans et demi, Wilfried a subi un traumatisme crânien. Tombé dans le coma suivi d'une amnésie post-traumatique, il a déjà passé 6 mois en rééducation à l'UEROS. Aujourd'hui, il revient au centre pour 6 mois supplémentaires dans l'espoir de reprendre une formation et réaliser son projet professionnel. J'ai réfléchi, enfin du moins après les 6 mois que j'ai fait, donc m'orienter vers un BEP logistique ou un CAP entreposage. Je veux travailler dans la logistique et voilà, en tant qu'agent logisticien. C'est la gestion des marchandises et des appareils, des stocks. Il y a encore quelques mois, Wilfried ne pensait pas pouvoir concrétiser son projet. S'il en est à ce stade aujourd'hui, c'est grâce aux neuropsychologues, conseillers d'orientation, enseignants spécialisés et autres professionnels paramédicaux de la structure qui allient leur savoir pour redonner aux stagiaires l'espoir de retrouver du travail. Dans certaines situations, au niveau professionnel, ils vont se retrouver donc aussi à des bureaux. On fait aussi de l'étude ergonomique, voilà, à des bureaux. Donc il faut qu'ils fassent attention à leur dos pour pouvoir ramasser des objets, être aussi au niveau de leur poste de travail, faire attention. Est-ce que mon poste de travail est adapté? Est-ce que je n'ai pas mal aux épaules, au niveau de mon dos, afin de pouvoir prévenir l'employeur aussi. Depuis 2005, l'UEROS essaie de trouver des contrats aux stagiaires qu'elle prend en charge. Mais ce n'est pas toujours facile de convaincre des entreprises d'engager un travailleur handicapé. Alors, les entreprises ont des avantages sur le plan financier quand ils vont embaucher les personnes. Ça peut aller jusqu'à 4 000 € pour un CDI ou un CDD temps plein et jusqu'à 2 000 € pour un CDD à temps partiel. Actuellement, nous travaillons avec une vingtaine d'entreprises partenaires, mais dans l'idéal, il nous en faudrait autant de stagiaires que d'entreprises dans l'année, donc au moins une quarantaine. Il existe 3 stades de traumatisme crânien, le stade faible, modéré et sévère. Dans ce dernier cas, en plus d'une perte de mémoire et d'équilibre important, c'est aussi au niveau émotionnel que le patient est atteint. Elle peut avoir des émoussements affectifs, c'est-à-dire qu'elle peut pleurer pour des raisons minimes, se mettre en colère facilement, une irritabilité. Il peut avoir plein de choses en fait qui va entraîner aussi bien donc les problèmes visibles qui sont les problèmes physiques que les problèmes invisibles, tout ce qui va être cognitif et émotionnel, comportemental. Chaque année en France, 120 000 personnes sont victimes d'un traumatisme crânien. Les hommes de moins de 30 ans et les personnes de plus de 65 ans sont les plus touchés par des accidents de la route et domestiques. Et parlons jeunesse maintenant avec notre invitée ce soir, Janie Sesto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de la Jeune Chambre économique depuis janvier 2016. Votre association vise à la formation des décideurs de demain. Donc on parle bien de la jeunesse finalement. Et en cette journée justement nationale pour la jeunesse, avec ce thème qui leur est dédié, quelle est votre vision de la jeunesse guyanaise ? Alors notre vision déjà, la jeunesse est forcément au cœur de notre mouvement, puisqu'il faut rappeler, comme vous l'avez dit, que nos membres sont âgés entre 18 à 40 ans. Et justement, la jeunesse est notre thème national cette année au niveau de notre organisation nationale qui est la Jeune Chambre économique française. Et nous fêtons nos 40 ans d'utilité publique, donc ce thème jeunesse d'utilité publique. Alors justement, quel regard a cette association sur la jeunesse guyanaise aujourd'hui ? Justement, notre but et le but de notre mouvement est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes afin de leur permettre de créer des changements positifs et d'être acteurs de leur communauté. La Jeune Chambre a pour but de former de jeunes citoyens. Donc notre vision, c'est que justement, avec un département, un territoire comme le nôtre, avec autant de jeunesse, nous positionnons comme une force de proposition et comme ce mouvement qui permettra aux jeunes d'avoir ces opportunités. Justement, vous trouvez qu'il y en a assez d'opportunités pour ces jeunes Guyanais pour construire leur avenir, pour imaginer s'insérer dans la société ? Alors, je ne vais pas dresser un portrait pas trop noir, puisque d'ailleurs, c'est la vision aussi de notre mouvement, de voir les opportunités et les perspectives quand les autres ne voient que le négatif. Et donc, on peut dire effectivement qu'il y a certaines choses qui sont proposées, effectivement, peut-être pas assez. Et c'est là qu'on essaye de se placer, comme je le disais, comme force de proposition et comme acteur, puisque nous sommes une école de formation par l'action. L'action est au cœur aussi de notre engagement. Je vais peut-être aller à l'encontre de ce que vous me disiez. Vous préférez souligner ce qu'il y a de positif, en tout cas ce que vous pouvez proposer, mais quand même, je me permets de vous demander, est-ce que vous pensez que l'État, les collectivités mettent suffisamment de moyens en œuvre pour l'épanouissement des jeunes ici ?
Je pense qu'il y a encore fort à faire, donc pareil, je vais toujours essayer de voir le côté positif. Il y a encore fort à faire j'ai également la conviction qu'il est bien aussi de pérenniser ce qui est déjà mis en place. C'est aussi notre rôle. Aujourd'hui, on connaît la situation près d'un chômeur sur 3 à moins de 30 ans. On connaît aussi l'explosion démographique de notre territoire. On voit dans quelle direction on avance. Est-ce qu'on risque pas d'avancer droit dans le mur ? Je ne dirais sais que ça pas... vous plaît pas ce genre de questions, mais pourtant on est obligé de l'aborder. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas qu'on risque d'aller droit dans le mur, mais je pense qu'il faudrait quand même que l'on puisse avoir plus de perspectives, voire plus en amont, parce qu'on est dans l'urgence, il faut le dire, chez nous. Tout est fait au dernier moment, tout est fait dans l'urgence pour parer au plus pressé. Et il serait temps justement que les jeunes s'insèrent dans une dynamique où ils seront là pour voir à prospective et justement faire rompre avec ce type de mentalité ou de façon de faire. Pour revenir sur la jeune chambre économique, qui est une sorte d'école finalement de formation, de management, d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est proposé comme action pour soutenir ces jeunes Guyanais ? Justement, donc, comme je le disais, c'est notre thème national jeunesse d'utilité publique. Donc, cette année, notre programme s'axe autour de la jeunesse. Nous avons déjà commencé des actions par lesquelles nous proposons un espace dédié aux jeunes par les jeunes pour leur expression sur des thèmes d'actualité. Et concrètement, ils font quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, donc les membres organisent et se forment par une gestion de projet. Nous avons une méthodologie qui est articulée. Pour se projeter finalement dans la vie et l'action est réalisée. Ensuite, nous avons des réflexions, nous menons des évaluations. Donc nous avons pas mal d'actions qui sont prévues cette année pour la jeunesse. Nous aurons également une action de soutien à 2 jeunes diplômés femmes pour les aider à leur présentation à l'entretien d'embauche. Nous aurons également une action où nous proposerons à tous les jeunes une plateforme de toutes les associations jeunes qui existent en Guyane et d'avoir une réflexion sur le bénévolat auprès des nouvelles générations. Et vous avez beaucoup de demandes d'adhésion ? Alors, c'est vrai que cette année, on a effectivement la chance d'avoir pas mal d'aspirants membres qui sont des gens très intéressants, très positifs. Et nous avons déjà eu 4 nouvelles adhésions en 3 mois. Bientôt, nous en aurons 6, peut-être bientôt 10. Donc, effectivement, c'est une bonne année pour nous. C'est déjà un bon début, en tout cas. Est-ce que vous auriez, par exemple, des exemples justement d'anciens de l'association, d'anciens membres qui ont réussi ou en tout cas qui sont allés dans la direction qu'ils souhaitaient grâce à leur passage dans l'association ? On a effectivement la chance d'avoir des pairs qui sont reconnus justement pour l'engagement qu'ils ont continué à avoir au sein de notre territoire. En Guyane, en métropole et puis même dans le monde finalement. Et qui sont reconnus membres à vie et membres émérites comme Bernard Boulanger que l'on connaît très bien. On a également Armand Hider qui est aussi... qui est souvent venu sur ce plateau également. Exactement, à l'initiation de la fondation de la Fédération Guyane anti-française des jeunes chambres économiques. Nous avons également Élie Marcourt. Nous avons aussi, qui a été présidente, Madame le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, qui est aussi... qui faisait partie de la Jeune Chambre économique. Exact, et qui a été présidente et qui est ambassadrice Jeune Chambre, entre autres. Tout autant d'expériences qui vont certainement servir à l'avenir. Merci beaucoup, Janice Esto, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec une question d'insertion. Justement, les écuries des sources de Montignéry accueillent depuis octobre dernier plusieurs personnes en chantier d'insertion. Une opportunité pour des bénéficiaires du RSA de se former et bien sûr de trouver du travail en découvrant les métiers équestres, comme nous le montre Mia Pierre. À 43 ans, Christine envisage d'ouvrir son entreprise dans le domaine de l'agriculture. Un projet de longue date qui lui tient à cœur. En attendant, elle fait un peu de maçonnerie, du bricolage. Elle s'occupe principalement des chevaux. Elle les nourrit, les sort, nettoie les écuries, tous les métiers du palefrenier soigneur. Cela fait 5 mois que Christine participe au chantier d'insertion des écuries des sources à Montignéry. Remettre à cheval, parce que moi ça fait longtemps que je n'avais plus monté. Se remettre à cheval, reprendre les maladies, les soins, tout ce qui est pratique autour, dessus et à côté. Ça se passe très bien, l'ambiance est très bien, c'est très sympa le travail.
Moi j'avais déjà travaillé des chevaux, donc je connaissais déjà un petit peu ça. Mais c'est une très bonne ambiance, oui, très intéressant. J'ai appris plein de choses, que ce soit pas qu'avec les chevaux, avec tout ce qui va avec, oui. Objectif principal des écuries des sources, faire en sorte que toutes les personnes qui participent au chantier d'insertion retrouvent un emploi ou repartent avec une formation qualifiante. Les activités au sein du club sont basées autour de 2 pôles principaux. Il y a le premier pôle qui est les chantiers de salariés polyvalents, c'est-à-dire qu'on met les jeunes en situation professionnelle dans tous les aspects du bâtiment, bricolage, maçonnerie, électricité, plomberie, tout ça. Ça, c'est le premier pôle. Le second pôle est plus axé sur l'équitation, la formation au métier de palefrenier-soigneur. Le process commence à porter ses fruits. Sur les 8 personnes qui ont démarré en octobre 2015, une personne a déjà trouvé un emploi durable. On poursuit en sport toujours avec l'événement nautique de l'année qui a démarré aujourd'hui en Guadeloupe, le Carujet. Une première étape marquée par la victoire déjà d'Alexandre Barré, comme nous le montre Yvan Lemar. Première étape de cette Carujet 2016, une course contre la montre. Le parcours Viard-Saint-Félix-Viard, long de 26 km. Le départ des pilotes se faisait par groupe de 4. Toutes les minutes, ils devaient effectuer 2 fois le parcours. Au premier tour, Alexandre Barré fait le meilleur temps, 19 minutes 51. Alexandre Barré conserve son avance et remporte cette première étape en 39 minutes 32 secondes. Il devance Pascal Gounouman de 26 secondes et Yann Pounama de 48 secondes 18 centièmes. On se fait plaisir sur le jet, on essaye de prendre le maximum de plaisir, c'est l'objectif principal parce que ça fait 4e ou 5e Carujet que je fais et que je suis en tête et qu'à chaque fois malheureusement je la perds. Donc le but maintenant du team et de moi c'est de prendre du plaisir sur chaque étape. Et puis en gros si ça doit le faire ça le fera et si ça ne le fera pas ça sera comme d'habitude. Alors comment vous allez aborder cette deuxième étape justement ? La deuxième étape, je la ferai comme celle que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que je prenne aussi de l'avance pour permettre après au prochain jour de pouvoir ménager la machine. Donc on essaiera de faire le maximum sur cette manche-là et de rester premier. Chez les amateurs, Jimmy Licaon termine premier devant Pierre Claret et Fabrice Granger. Chez les atmosphériques, victoire de Chris McLugage suivi de Cyril Lemoigne et Vincent Thomas. Une heure pour tenter de réduire notre impact sur la planète. Comme chaque année, l'Action mondiale anti-gaspillage d'énergie va plonger le monde dans le noir pendant 1 heure. Pour l'occasion, plusieurs manifestations sont prévues. Ce samedi, pour nous, quelques précisions avec une animatrice du WWF au micro de Mia Pierre. Earth Hour, c'est une manifestation symbolique où toutes les lumières seront éteintes pendant 60 minutes pour montrer notre engagement à la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la COP21, on a beaucoup parlé du changement climatique, etc. Et on s'est rendu compte que, en plus des adultes, il y avait des jeunes aussi qui étaient sensibilisés au réchauffement climatique. Et l'année dernière, on avait pas mal de participants. Cette année encore, on reçoit des demandes pour des t-shirts. Donc, à mon avis, oui, je pense que la population est assez sensibilisée. Pour la Guyane, il y aura 2 manifestations. L'une à Cayenne, où la mairie de Cayenne et la collectivité territoriale seront éteintes. À la place des Palmiers, il y aura une manifestation qui commencera à partir de 19h. Les lumières seront éteintes à partir de 20h30 jusqu'à 21h30. Et pendant ce temps, il y aura une grande zumba. Ensuite, à Kourou, pareil, mais la maquette du CNES sera, le bâtiment du CNES sera éteint. Et il y aura une veillée des comptes. Une coupure d'électricité donc pour tenter de sauver la planète. Mais les Guyanais sont-ils sensibles à la question? C'est ce que Mia Pierre a tenté de savoir. Regardez. C'est pour le bien-être de notre univers. Je pense que pourquoi pas les faire. Parce que ça va nous permettre aussi de garder, de protéger notre vie. Non, bon, pour moi ça vaut pas le coup. Après je sais pas pour le camarade, je sais pas, je vais voir. Je peux pas rester dans le noir parce que j'aime la journée et je peux rien faire sans le jour. Je pense pas que c'est possible de donner 60 minutes de son temps pour rester dans le nord pour le réchauffement climatique. Ah oui, je suis prêt à rester. C'est bien pour la planète et ça peut protéger tout le monde qui vit dedans. C'est pour protéger notre planète, pour qu'on puisse militer, pour que
montrer aux gens en fait qu'il faut qu'on fasse un geste parce qu'il y a énormément de malfaçons, malversations. Donc oui, je serais prêt à le faire. Alors, il y a quoi dans le noir? Tu vois rien, tu vois même pas tes membres. Et je pense pas. Et c'est sur ces témoignages que s'achève votre page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour l'actualité nationale et internationale.